coup, demain, tu me dis, oui, tu fais l'UFC Paris. Ouais, je suis sûr que je vais prendre une tarte. Hein. Et de base, comme on disait, c'était pour mieux me défendre dehors et assurer encore plus dans les bagarres. Je l'ai senti qu'il était chargé comme une mule. Je tapais dessus, en fait, et les endroits où j'ai tapé après le combat, je vois que c'est mes membres qui avaient gonflé. Ça fait 7 mois, j'ai changé de couleur de peau. J'étais devenu Michael Jackson, j'étais tout blanc, tout gris. Même si genre, je supporte pas regarder les matchs, l'OM c'est l'OM, il faut pas y toucher. J'aurais voulu être le premier Marseillais à performer et à combattre à l'UFC. Je dis ah ouais, moi je kiffe un mec, je suis fan de lui, en fait il met une photo de moi, il est contre moi, je dis ah ouais non. Et si je l'apprends à Marseille, pour moi je pense que ça devient le moment fort de ma carrière. Salut à tous, bienvenue sur Jab Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle grande interview de Jab Life et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Ilyes Giroun qui ce week-end à Marseille lors de l'Ares 31 va disputer la ceinture des moins de 66 kg de l'Ares. Ce sera contre le Gallois Josh O'Connor, un combat qui s'annonce explosif. On va en parler avec Ilyes et on va vous faire découvrir le parcours de Monsieur Broly Giroun. Générique. Salut Ilyes, ravi, comme je le disais dans l'intro, de te recevoir aujourd'hui dans nos studios Ricordia à Nice pour parler de ce gros combat à venir contre Josh O'Connor. Je le disais, c'est ce samedi 14 juin à Marseille. On est à 5 jours du combat au moment où on enregistre. Comment ça va déjà, ta prépa, la perte de poids? Est-ce que tous les voyants sont ouverts avant ce rendez-vous? Tout est ouvert. Dans la tête, on est bien. Là, on se concentre que sur la perte de poids sur les derniers jours, donc normal, mais tout est bien. Physiquement, on est bien. On a fait une bonne prépa. Tout est carré. T'as une grosse carrière derrière toi, on va en reparler, hein, début pro en 2011, beaucoup d'orgas, t'es passé notamment par le PFL en 2019. À quel niveau tu mettrais ce rendez-vous pour le titre de l'Ares dans l'importance, tu vois, dans ta carrière? Comme un gros virage à ne pas rater. Un gros virage à ne pas rater. C'est pas l'adversaire le plus difficile que j'ai affronté, mais quoi qu'il est très fort, hein, y a rien à dire. Mais voilà, pour moi, c'est le rendez-vous où je dois être présent. Et c'est ce qui fait l'importance de ce combat. J'en ai parlé, tu as ouvert la porte sur l'adversaire, Josh O'Connor. J'en parlais avec Aldric dans notre émission Aldric et NRB. J'aime beaucoup ce combattant, invaincu en amateur, invaincu en pro. Comment tu prends ce défi? Tu disais pas forcément le meilleur adversaire de ta carrière parce que t'en as plein derrière toi, t'as plus de 30 combats pro. Mais c'est un beau défi quand même, Josh O'Connor. Ouais, c'est déjà la ceinture, donc le plus gros défi. Infliger la première défaite à un gars qui a jamais perdu en amateur ni en professionnel. Donc c'est aussi notre défi. Et comme je l'ai dit dans d'autres interviews, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas combattu pour un réel but. Là, prendre une ceinture, c'est important. D'habitude, quand je combats, j'essaie de m'assurer la victoire pour ne pas perdre. En fait, je combats plus pour ne pas perdre. Là, tu as un champion en face, il faut faire la différence. Donc, il faut montrer qu'on bat le champion. Et ça me donne une motivation supplémentaire et la grinta, quoi. Je sais que tu peux pas nous donner ton game plan, mais qu'est-ce que tu as un peu analysé sur Josh O'Connor? Comment, tu vois, quels sont tes chemins de victoire ou qu'est-ce que tu as retenu de l'analyse de cet adversaire? De ce que j'ai retenu de l'analyse, c'est qu'il a des bons déplacements, des bonnes rentrées en single leg pour après chercher le body lock et amener au sol de ce niveau-là. Après, il a un bon sol, un bon grappling, très agressif. Après, voilà, je trouve qu'il a quand même des lacunes en striking, mais il compense par rapport à ses déplacements. Après, je peux pas te donner de game plan. Normal. Ouais, voilà. Après, quand on est trop dans le game plan, moi, personnellement, quand je fais trop de game plan, ça me bride dans ma façon de combattre. Donc voilà, je vais faire un combat, je vais essayer d'être le plus beau, le plus spectaculaire et le plus choquant possible. Tu t'entraînes au Boxing Squad, hein, de notre côté, chez nous, je peux dire chez nous maintenant, à Nice. Il y a Axel Sola qui est champion, qui remet sa ceinture également en jeu à Marseille là, contre Riles Soudela. Virgil Hogan qui est également champion à l'Ares. Son combat a été reporté, qui devait se faire au mois de juillet. Il y a une petite pression interne de se dire les deux autres, ils ont la ceinture d'Ares, faut que je la ramène, faut qu'il y en ait une troisième à la maison? Non, pas spécialement. En plus, il y a aussi Baris qui est champion d'Hexagone. Exactement. Ça ferait encore un autre. Ouais. Et Nikita qui est champion du COF. Et non, j'ai pas forcément de pression. Je suis celui qui a le plus de combats dans la team, celui qui a le plus d'expérience. Mais voilà, moi, je le prends plus. Je suis pas là à me mettre en concurrence avec les gars du club ou quoi, à dire ouais, il faut que je ramène un truc en plus. Non, je suis plus vraiment en mode c'est mon tournant, il faut pas que je le rate et je pense vraiment à ma carrière. Tu parlais de tournant. C'est intéressant là-dessus parce que qu'est-ce que tu veux dire par tournant? Est-ce que tu peux te dire, je te le disais, on va y revenir aussi, mais tu es passé par le PFL par exemple. Tu penses que conquérir cette ceinture d'Ares, qui est un tremplin aussi hein, pour d'autres organisations, ça peut t'ouvrir des portes pour la suite de ta carrière? En tout cas, c'est ce que je vise. Et après, je sais pas, je suis pas dans les papiers de mon manager qui est Guillaume Pelletier. Je sais pas ce qui se dit sur moi, sur les orgas, etc. Mais voilà, déjà, l'objectif premier, prendre la ceinture, c'est ça m'ouvre des portes. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vise concrètement, tu vois. Mais on verra bien. Déjà, me concentrer déjà sur le premier objectif, c'est-à-dire prendre la ceinture, battre mon adversaire avec la manière.
s'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, franchement, ouais. On va revenir sur ton parcours. Je le disais, tu as fait des débuts pro en 2011, donc ça fait quasiment 15 ans que tu es dans les rangs professionnels en MMA. Grosse évolution de ce sport dans ces années-là, en France surtout. Toi, tu prends toujours autant de plaisir à monter dans la cage, là, 15 ans plus tard? Du plaisir, ouais. À un moment, fut un moment, j'ai perdu ce plaisir-là. Et je l'ai retrouvé, et je me force de le retrouver à chaque combat. À chaque fois, en fait, j'essaie de me mettre dans le mood où ouais, je dois prendre du kiff. C'est ce que je répète déjà à beaucoup de jeunes. Mais fut un temps, j'ai perdu cette notion de plaisir. À un moment, j'étais sur une série de victoires de 11 victoires consécutives avant que j'aille au PFL. Et une fois que j'ai été au PFL, j'ai pris 2 revers. Et après ça, j'avais du mal à vouloir repartir à trouver du plaisir, tout simplement. Et là, depuis récemment, ouais, je commence à rekiffer et je m'éclate. Ça faisait partie un peu de ce que tu m'as dit au début d'interview, quand tu disais, pendant un temps aussi, je combattais pour pas perdre. Ça fait partie du truc, ça. Quand tu combats pour pas perdre, il y a moins de plaisir aussi. Je pense, parce qu'on essaye d'être le plus, on va dire, le plus prudent possible. Et du coup, on ne s'exprime pas comme on devrait s'exprimer ou comme on s'exprime en entraînement. Donc, on essaie d'être prudent, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas dépenser trop d'énergie parce que derrière, il y a des rounds qui s'enchaînent. Alors qu'en vrai, en entraînement, on les tient facilement, les rounds. Mais avec l'adrénaline et l'intensité du combat, on a tendance à plus se cramer. Et du coup, le fait qu'il y a ça comme paramètre en tête, on se bride un peu et on trouve un peu moins de plaisir. Et du coup, on est plus prudent. Je le disais, je voulais évoquer ton parcours pour te faire découvrir aussi à ceux qui te connaissent moins. Tu viens de Marseille, des quartiers nord de Marseille. Tu as commencé les sports de combat très tôt, 4 ans le karaté, je dis pas de bêtises. Et surtout, tu n'aimes pas le foot. Comment, Ilyes Giroun, comment on vient de Marseille et on n'aime pas le football? Ça me paraît impossible. Alors attends, parce que j'aime pas le foot. Genre, je déteste le foot. Je regardais ça à la télé. J'ai travaillé même au Stade Vélodrome en tant que stagiaire à la volante. Donc dos à la pelouse, mais ça te dérangeait pas puisque t'aimais pas le foot? Non, j'étais en équipe d'intervention, donc on était dans les groupes de supporters, donc je pouvais me mettre face à la pelouse, mais moi, genre, je regardais pas. Ouais. Genre, je tournais le dos à la pelouse, tu vois, parce que voir du vert comme ça me rendait ouf. Par contre, j'ai la fierté de Marseillais, l'OM, c'est l'OM. Même si, genre, je supporte pas regarder les matchs, l'OM, c'est l'OM, il faut pas y toucher. Ça, c'est la fierté marseillaise. Exactement, là, la ville ressort. Là, c'est la ville, ouais. Mais en soi, ouais, gamin, t'as jamais été intéressé par ce sport-là? Non, le foot, non. Les sports collectifs, jamais. Moi, peut-être le basket quand j'étais un peu plus jeune, mais j'en ai pas vraiment fait. J'ai toujours fait que des sports de combat et rien d'autre à côté. Qu'est-ce qui fait qu'on vient au karaté à 4 ans? Est-ce que c'est un choix de toi? Tu voulais faire du combat ou c'est plutôt la famille qui t'oriente vers ça? Moi, c'était la famille. C'était mon frère qui en faisait parce que mes parents l'avaient mis. Il y avait un club à côté de la maison. Moi, j'en ai fait un peu. Après, ça n'a jamais été vraiment sérieux. En fait, les sports de combat, j'ai fait karaté, un peu de judo, du taekwondo, de la boxe française. Et en fait, c'est quand j'ai commencé le kickboxing où j'ai voulu aller en faire de moi-même. Et surtout, j'ai commencé vraiment à vouloir faire quelque chose un peu plus, pas sérieux, mais un peu plus m'investir dedans. Dans l'esprit compète? Ouais, voilà. Ouais. Ben, complètement, parce que dans les autres trucs avant ça, j'avais jamais fait de compétition. Je faisais que les entraînements, tout ça, de quartier, mais jamais de compétition. Et c'est quand j'ai commencé le kickboxing que là, j'ai commencé à faire de la compète. Et après, voilà, la suite. 14 ans, hein, je crois, le kickboxing, c'est ça à peu près? C'est ça à peu près, t'as commencé. À peu près, ouais. T'as toujours eu cette passion du combat? Tu disais que c'était moins sérieux, tu vois, quand t'as commencé à 4 ans, mais c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, que t'as toujours aimé? Ouais, de ouf. Même aux jeux vidéo, dans les jeux vidéo, je jouais que aux jeux de combat, les Tekken, les Street Fighter, que les jeux comme ça. Pareil, j'avais mon frère, mon cousin qui jouait à FIFA à l'époque, et moi, les jeux de foot, pareil, ça m'attirait pas. Les jeux d'aventure, pas ouf non plus. Voilà, il fallait du combat. Donc, dans les jeux vidéo, dans les films, même jouer à l'école, à la maternelle, on jouait à la bagarre. Enfin, au primaire, c'est pareil. Ça a toujours, je sais pas, ma vie, elle a toujours tourné autour de ça. Ça ressemble aux mecs du Caucase qui luttent quand ils ont, ouais, qu'ils ont 3 ans. C'est ça. Et dans une interview de toi, je trouvais hyper intéressant. Tu disais aussi, le MMA, tu le commences vers quel âge, à peu près? Le MMA, je commence à 16 ans. 16 ans. Donc 2 ans après le kick. C'est ça. Gros. Et tu disais, c'est marrant, je voyais le MMA au départ comme une façon d'apprendre des techniques pour me battre dans la rue. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous raconter ça? Enfin, c'était vraiment l'état d'esprit que tu avais quand tu commençais ce sport? Ouais, mais en fait, moi, je fais du kickboxing. Je commence à faire un peu des compètes, mais c'est surtout, je suis à l'âge où, à Marseille, il y a quand même des tensions dans les quartiers, etc., surtout dans les quartiers nord. Il y a quand même des tensions. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de bagarres quartier contre quartier. Donc, c'était une époque comme ça.
Bref, et du coup, je faisais du kickboxing, donc je me défendais, tout ça et tout. Et un jour, on faisait un truc, genre, c'est ouf ce que je veux dire, hein. On faisait genre des entraînements, on était sur un terrain de foot en synthétique, barriéré. Et j'avais un pote du quartier qui, lui, faisait du sambo. Il me dit, moi, je fais ça comme sport. Et on simulait une bagarre générale et il nous faisait des techniques, etc. et tout. Je dis, c'est bien et tout, je vais essayer. On s'était chauffé à plusieurs du quartier de le rejoindre. On était parti à une équipe, on était une dizaine. Et à la fin, il reste que moi. Ok. Donc là, tu t'es dit, ok, j'ai quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose, j'ai kiffé. J'ai kiffé, genre je ratais aucun entraînement. Je me rappelle une année à Marseille, il y avait tellement de neige que les transports étaient complètement genre arrêtés. Genre c'est une vieille époque. Et j'étais allé à pied, alors que j'habitais archi loin, j'étais allé à pied pour pas rater un entraînement. Et au bout de 3 mois, l'entraîneur m'avait fait passer dans le groupe des confirmés, donc il y avait plus de 3 ans d'expérience d'entraînement. Tellement genre je lâchais rien, j'avais faim. Et de base, comme on disait, c'était pour mieux me défendre dehors et assurer encore plus dans les bagarres. C'est marrant, c'était pour être encore plus dans le milieu dans lequel tu étais à ce moment-là. Mais finalement, le MMA, il a transformé ta vie. Complètement. Sans le MMA, ta vie serait pas la même. Complètement. Et c'est ce que je dis aussi pareil dans une autre interview. En fait, j'ai jamais eu d'ambition de base d'aller faire des combats, etc. Moi, je faisais ça parce que genre, je kiffais ça. On m'a dit, tu veux faire une compétition? J'ai dit, ouais. Donc, je l'ai fait, j'avais gagné. Une deuxième, ouais, je l'ai fait, j'ai gagné. Et à l'époque, c'était du pancras et tu faisais 4, 5, 6 combats dans la journée, quoi. Il n'y avait pas de limite. La vieille époque. La vieille époque, c'est ça. Et je gagne et tout. Et un jour, c'est Jean-Michel Fossard, il me propose, il me dit, un truc en Allemagne, le HFC et tout, tu veux combattre en MMA et tout, machin, tout ça. Je dis, allez, vas-y. Et ça a démarré comme ça. Mais de base, sans ambition, juste, vas-y, je suis pas une trompette, j'y vais, quoi. Et pour finir là-dessus, ce que t'aimais, c'était le côté violence ou le côté technique dans la violence? Les deux, ouais. Ouais. Ah, les deux. Violence et technique dans la violence aussi. Je sais pas, c'était de se... Pourtant, hein, c'est un truc de fou, mais je déteste voir mes combats après, une fois que c'est passé. Genre, me re-regarder en vidéo, j'aime pas. J'aime pas me voir. Genre, je vois trop mes défauts et tout, que ce soit physique et machin, etc. Mais je sais pas, c'était d'aller me battre, quoi. En fait, c'est ça, je vais me battre. C'est pour ça que des fois, il y a des défaites où je les ai très, très mal vécues, parce que je me suis dit, ouais, c'est un sport, mais j'ai perdu la bagarre, quoi. Et c'est d'aller me battre, en fait, tout simplement. Et il y a eu un switch, ça, dans ta carrière, à un moment, où t'as plus été sur... Tu vois, t'as perdu cet état d'esprit, là, de dire j'ai perdu la bagarre? Ou non, c'est toujours en toi? Toujours, ouais. La dernière défaite que j'ai eue, elle a été transformée d'ailleurs en victoire parce que le mec a été testé positif. Donc, c'est Lucas Martins. Je perds, il me down, il me secoue fort. Ouais, il gagne par TKO. Et à la fin du combat, je rentre au vestiaire et je dis à Jean-Mi, il m'a niqué, il m'a fait poser le cul par terre, quoi. Et genre, pour moi, c'était la pire des hontes. Et comment tu le prends maintenant que tu sais qu'il était positif? Tu vois, ça l'atténue, ça? Ça l'atténue, oui et non, parce que quand même, l'acte est lié, mais je l'ai senti dans le combat. Je l'ai senti qu'il était chargé comme une mule, je tapais dessus, en fait, et les endroits où j'ai tapé après le combat, je vois que c'est mes membres qui avaient gonflé. En fait, je le prends à coup de low kick, et je sors du combat, j'arrive plus à marcher, j'ai le tibia qui gonfle, lui, il faisait qu'avancer sur mes coups. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Normalement, il recule un peu. Il faisait qu'avancer, alors que je tapais dur. Et limite, un moment, je lui mets un bras arrière. C'est moi, j'ai mal à la main. Je dis, j'ai un problème quelque part. Il y a un ressenti. Ouais, pourtant, j'ai déjà combattu contre des mecs chargés. Hein. Ça m'est déjà arrivé. J'ai gagné. Mais là, ce coup-ci, j'avais pris un bâtiment, là. Ouais. Vraiment, t'as le feeling. T'as ce feeling-là quand t'es dans la cage. Là, t'as pas été surpris le jour de l'annonce du contrôle positif, quoi. Ouais, mais de toute façon, en fait, je l'ai su le jour même parce que de suite après le combat, il a sauté de joie, il était content de sa victoire. Et dès que la FLD est arrivée pour le tester, la joie a disparu. Il s'est jeté par terre. J'ai mal au pied pour partir avec les pompiers. Et heureusement, Aldric était là et qui comprend le portugais. Et du coup, il a appelé ceux de la FLD, dire qu'il a rien, etc. Et tout ça, et de le faire tester, et qu'il disait en portugais justement à sa traductrice de dire qu'il a mal au pied et qu'il peut pas pisser, etc. Enfin, Aldric avait capté le manège et du coup, grâce à Aldric et Jean-Michel, on a réussi à le faire tester. Il y en a, pour avoir étudié ça à une époque, il y en a des belles, hein, des tentatives pour esquiver le truc. T'as les mecs qui se cachent sous la cage. Certains auront la ref. C'est vrai? Oui, des grandes stars de l'UFC qui se sont déjà cachés sous des cages. Tu parlais de Jean-Michel Foissard. Toi, tu viens du Marseille Fight Club à la base. Aujourd'hui, tu es au boxing, mais c'est ta maison de base, c'est celle-là. C'est ça. Comment tu le vois, Jean-Michel? C'est que tu vois, il y a un peu un côté deuxième papa. Exactement. Ouais. Exactement. Et lui, il appelle mon fils adoptif, mon fils spirituel. Il m'appelle. Moi, je l'appelle Papy. C'est moi qui lui ai donné le surnom de Papy. Maintenant, tout le monde l'appelle comme ça. Mais au tout début, quand il n'y avait que lui et moi, on disait, je lui dis, tu es mon papy. Et un jour, on ouvrira un club ensemble, alors qu'on était au tout début au Sambo Saint-Pierre et qu'on partait de notre côté, quoi.
Et non, ouais, c'est vraiment comme il m'apporte un apaisement, un calme, une sérénité. Voilà, c'est pas il me connaît aussi déjà. Il me connaît techniquement, il sait ce que je sais faire. Il connaît tout de moi, il me connaît ma personnalité. Donc, dans le coaching, etc., il sait ce que je peux faire, ce que je peux sortir. Donc, ça aide. Mais c'est surtout ouais, le côté genre apaisement qui m'apporte. Et ça sort normal. Comment ça s'organise ta team d'entraînement et de préparation aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu es installé à Nice et au Boxing Squad. Enfin, pas à Nice exactement, mais dans les alentours. Tu vas quand même retourner souvent à Marseille. Jean-Michel participe aussi, tu vois, à ta prépa sur les game plans ou les choses comme ça. Comment ça s'organise tout ça? Bah, Jean-Michel, je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. Je l'ai quasiment tous les jours au téléphone. On s'appelle quasiment tous les jours. Si c'est voilà, donc on en parle tout le temps. Quand il y a un combat, on fait qu'en parler, etc. On parle aussi de la vie, on parle de tout, mais vraiment quasiment tous les jours, on parle au téléphone. Le plus gros de ma prépa, je le fais ici parce que voilà, faire des allers-retours, ça rend fou, même si j'ai toujours ma famille à Marseille. Mais voilà, j'ai ma vie ici avec ma femme, mes enfants. Et voilà, là, sur la prépa, j'ai dû faire peut-être 2 allers-retours à Marseille. Mais c'est vrai que le gros de ma prépa, je le fais ici. Mais voilà, avec Jean-Mi, on a toujours ce côté-là à distance, etc. Et voilà. 15 ans de carrière, je le disais. Aujourd'hui, tu vis du MMA à 100%, Ilyes, ou pas? Non. T'as un travail à côté encore? Ouais, je travaille à côté. Je travaille toujours à côté. Il y a une précarité dans le MMA. Le Covid m'a fait m'en rendre compte encore plus. Et si j'avais pas mon travail à côté, ben, je pouvais pas nourrir mes enfants et je serais peut-être à la rue. Il n'y a plus rien qui tombe, en fait. Il n'y a plus rien. Au moment de la période. Je sais que tu travaillais aussi dans des boîtes de nuit, dans des restos à ce moment-là. C'est ça, ouais. Tout était fermé aussi. Tout était fermé, mais heureusement, on a eu une petite ouverture à un moment et c'est là justement où j'ai pu réencaisser un petit peu d'argent et pour faire vivre ma famille en attendant de retrouver un combat. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais signé au Brave après ça, parce que c'était les seuls à organiser. Comment tu vis ça, tu vois? Ça fait 15 ans de carrière quasiment. T'arrives pas à en vivre, tu vois, vraiment que de ça. Finalement, bah, on en parlait, on en a déjà parlé avec Aldric dans nos émissions aussi. Quand tu peux pas vivre à 100% de ça, bah, tu peux pas être dans la préparation à 100%, parce que les moments où tu dois récupérer, bah, tu dois travailler, toi, tu vois. Comment tu vis ça? Ça te frustre de pas pouvoir, tu vois, être à 100% dans ton sport? Ben, j'ai la chance d'avoir des amis et une société qui comprend, des patrons qui comprennent. C'est dans quel domaine, excuse-moi? Dans la sécurité. Ok. Dans la sécurité. Donc, ils sont ouverts à organiser tes emplois du temps, c'est ça que tu veux dire? Non, on travaille, c'est de nuit. Moi, je travaille que dans les établissements de nuit ici à Cannes. Et en fait, ils sont compréhensifs. Là, par exemple, j'ai travaillé pendant le festival de Cannes, tout ça. Et là, il m'a laissé pas mal de repos pour pouvoir préparer mon combat. Après, on s'arrange sur certains trucs. C'est-à-dire, je dis, voilà, sur cette période, je peux aller combattre. Parce que moi aussi, il ne faut pas que je parte en plein festival de Cannes parce qu'il a besoin de moi pour travailler. Donc voilà, il y a des périodes où, en fait, où je ne peux pas aller travailler. L'été, je ne peux pas partir. Je peux pas aller combattre, pardon. L'été, je ne peux pas partir combattre parce qu'il a besoin de moi pour le boulot. Donc voilà, on s'arrange sur certains trucs. Ils sont compréhensifs. Et voilà, donc j'arrive à jongler comme ça. Je pourrais vivre que du MMA, honnêtement, niveau salaire. Surtout quand j'étais au Brave, j'étais très bien payé, rien à dire. Mais voilà, la précarité fait que demain, je me blesse ou l'adversaire, il annule. J'ai pas de rentrée d'argent, j'ai eu des frais dans une prépa et derrière, les mois, ils s'enchaînent. Ce serait trop risqué, presque, en fait. Bah, si je suis tout seul, il n'y a pas de problème. Là, j'ai une famille, j'ai des frais, j'ai des bouches à nourrir, quoi. Tu ferais quoi sans le MMA, tu sais? T'as déjà réfléchi à ça? C'est-à-dire, si j'ai eu ma carrière et que j'arrête ou... Non, si t'avais jamais connu le MMA, tu penses que tu serais dans la sécurité aussi, peut-être? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est le MMA qui m'a ramené un peu à la sécurité, bizarrement. C'est justement m'entraînant. Moi, j'ai eu des contacts, etc. et tout. Mais franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. Tu parlais tout à l'heure des quartiers nord, d'où tu viens aussi, de la violence qu'il y avait là-bas à ton époque et qui existe toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, toi, tu le vois comment ça? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens investi d'un rôle aussi, tu vois, auprès de ces jeunes de ces quartiers-là, à leur montrer que la violence, ça peut être dans une salle et de façon organisée, sportive, plutôt que dans la rue, ou c'est pas un truc qui te... Franchement, si, c'est un truc qui pourrait me plaire, de sensibiliser les jeunes et de faire ça. J'ai déjà fait une vidéo justement où je parlais de ça. Et justement, la place du MMA qu'elle a maintenant dans notre société, que ça ouvre des nouvelles ambitions, des nouveaux chemins en fait pour faire notre vie. Et qu'il n'y a pas... Oui, on n'est pas bon. Moi, j'étais pas brillant à l'école. En sport, j'étais même nul en sport. Vraiment, genre, quand j'étais au collège, j'étais l'un des derniers. En fait, j'étais en surpoids et j'étais l'un des derniers en sport. Et malgré ça, ben voilà, regardez où j'en suis aujourd'hui. Et ça a dicté ma vie. Donc, il y a des nouvelles voies qui s'ouvrent grâce au MMA. J'aimerais bien en parler plus pour sensibiliser plus.
Mais pour ça, il faut faire plus dans le sport. Et tu as raison, parce que même, je veux dire, il y a des gens qui sont violents dans la rue, mais qui ont du talent, en fait. Si tu les mettais dans une salle, ça se trouve, ils arriveraient haut, quoi. C'est talent gâché. Ouais, talent gâché. Il y en a, après, ils n'ont pas le sérieux. Il y en a, ils n'ont pas les moyens non plus. Mais voilà, franchement, si on tombe sur quelqu'un de bien, on peut réussir. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Jean-Michel. Et grâce à Jean-Michel, peut-être s'il n'était pas là, j'aurais arrêté avant et j'aurais fait un autre truc. Et je sais pas, moi, peut-être j'aurais mal fini aussi. Pourtant, j'avais mes parents derrière moi et tout ça. Et voilà, mais peut-être j'aurais mal fini parce que à Marseille, il y a un truc en fait qui fait que même si tu as les moyens, enfin, que tes parents travaillent, etc., il y a aussi le truc de l'entourage, le fait de faire pour faire comme les autres, parce que sinon, toi, tu es exclu. On peut se faire engrainer, entre guillemets, dans le mood global. Quoi. Ouais, c'est ça, engrainer. En fait, c'est en mode... ouais, moi, je fais ça. Toi, je vais dire les mots. Toi, t'es une dente, tu fais rien. Genre, tiens, on appelle ça à Marseille, on dit les boches, ou ici, je sais pas comment ils appellent ça ici, mais genre en mode, t'es un paillot et toi, tu fais rien. Et en fait, c'est ça. Et tu te prends dans le truc et tu dis, ouais, moi aussi, il faut que je fasse pour montrer que... Et peut-être que j'aurais mal fini, malgré que j'ai eu les parents derrière moi et que j'ai eu un grand frère. Ouais, tu sais pas ce que ça aurait pu donner au final. Ouais, c'est ça. C'est quoi 15 ans de carrière, c'est quoi ton meilleur souvenir de combattant aujourd'hui? Si tu devais en retenir qu'un. Il y en a tellement. Il y en a plein. Mais je pense que c'est la fois où j'avais gagné la ceinture en Overwatch Contender. En fait, j'avais gagné le combat, j'avais soumis le mec. Et à la fin, il me met la ceinture. Moi, j'avais oublié carrément que c'était pour combattre pour la ceinture. Et en fait, j'ai vu le regard de Jean-Michel, que lui était tout content, tout machin, etc. La fierté. Et ça m'a fait du bien. En fait, de dire... ah ouais, et en fait, c'est quand j'ai vu ce regard, je me suis rappelé qu'il y a la ceinture, tout ça. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai vu qu'il était tellement content. Ça, et un autre truc aussi qui m'a rendu fier, c'était de l'avoir ramené aux États-Unis pour combattre au PFL. Et parce qu'à l'époque où on n'avait pas de moyens, je faisais de la muscu dans sa salle de bain. Il n'y avait pas les fitness park, il n'y avait pas les Basic Fit. Et un jour, on courait ensemble dehors et tout. Je faisais de la muscu dans sa salle de bain. Et il me dit, un jour, on traversera l'Atlantique ensemble. Et on l'a fait. C'est beau. Et ça, c'était beau. C'est marrant, ta première anecdote, elle me rappelle Cyril Gann, qui, quand il bat Derrick Lewis pour la ceinture intérimaire, il se souvient pas que Dana White lui met la ceinture. Et je l'ai vu il y a pas longtemps, la vidéo en plus. Il rigole, tu vois, en voyant Dana lui mettre la ceinture. Traverser l'Atlantique, cette expérience au PFL, t'étais un pionnier pour ça, pour le coup, en 2019, juste avant d'ailleurs la période Covid dont tu parlais, où c'était beaucoup plus galère pour vous. 2 défaites par split décision partagée à chaque fois. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? T'as été frustré? Tu te dis qu'il a peut-être été un peu trop tôt? Comment tu vois cette expérience PFL? Comment je la vois? Alors, j'ai fait plusieurs erreurs. En fait, j'ai quitté Paris à ce moment-là et je suis venu m'installer ici. Donc, j'arrive. Je connaissais déjà Aldric parce qu'en fait, de base, je venais chaque été ici depuis 2 ans avant ça, dans la région pour travailler la saison, donc que l'été. Donc, tu t'entraînais chez lui à ce moment-là? Voilà, que l'été. Et en fait, j'ai eu la période où j'étais à Venom, au Venom Training Camp, donc à Paris. Je descends de Paris parce que mon patron me propose, mes patrons me proposent une bonne offre de boulot. Et un truc que je ne peux pas refuser. Donc, je descends dans le sud. Et je me dis, bon, je vais continuer à prépa chez Aldric. Et quand j'arrive ici, j'enchaîne avec Festival de Cannes. Donc, je travaille de ouf. Et aussi, je n'ai pas tous mes repères. Même si d'habitude, je viens, je m'entraîne l'été. Je n'ai pas les sparring adéquats. Je n'ai pas la même structure qu'à Paris. Et je n'ai pas le même suivi qu'à Paris. C'est Aldric quand il peut, parce qu'il s'occupait beaucoup de Manon. Je crois qu'il y avait la télé-réalité de Manon à ce moment-là. Dès qu'il peut, il m'aide. Mais sinon, c'est moi qui gérais mes entraînements. Donc, je l'ai fait un peu... ça n'a pas été la meilleure des prépas, quoi. Ça n'a pas été la meilleure niveau organisation avec le travail, fatigue, Festival de Cannes, les gens avec qui s'entraînaient. Il y avait Baris dans ses débuts. Il a dit la dernière fois dans l'interview que c'est lui qui nous avait aidé, c'est lui qui m'avait aidé à préparer le PFL. Mais Baris, c'était un jeune et genre, il y avait plein de gars comme ça. Et voilà, donc je l'aurais mieux préparé que ça. Et je l'aurais fait aussi à 66 kilos. Ok. Qui est ton poids actuel dans lequel tu vas disputer la ceinture. On va en parler de ce passage de poids. Et comme tu as dit, excuse-moi, les 2 gars contre qui je perds en split, les 2 s'affrontent en quart de finale et font match nul. Bon, pour te dire que en fait, je suis pas passé loin, quoi. Et ça me restait en travers aussi. Ouais, t'avais le niveau pour aller plus loin dans ce tournoi, quoi. C'est ça. Si j'avais fait une meilleure prépa et que je m'étais consacré peut-être à 100%, je dis pas que j'aurais gagné le tournoi, mais j'aurais fait quand même mieux que ça. Tu parlais de Paris, c'était le Venom Training Camp. C'est ça. Où t'étais, Daniel Warin à la tête, Benoît Saint-Denis qui était déjà là à l'époque. Il y avait Morgan, il y avait Alioune, il y avait Jorik. On avait une bonne équipe. Qu'est-ce qui fait que tu quittes cette structure-là?
Comme je t'ai dit, l'offre de travail. C'est juste l'offre l'offre de travail et la vie parisienne, je vous laisse ça. Je laisse ça pour les Parisiens. Je peux te confirmer. Voilà. J'ai fait un choix qui le confirme. J'ai fait 7 mois, j'ai changé de couleur de peau. J'étais devenu Michael Jackson, j'étais tout blanc, tout gris. Ah bah le ciel est gris, tu t'adaptes. C'est ça, exact. Je suis un caméléon, donc non. Non. Ok, donc c'était uniquement la raison de retrouver cette vie-là et d'avoir cette. Ouais, ça, et honnêtement, la vérité, là, quand on est du Sud et qu'on a l'habitude d'avoir la mer à côté, quand il n'y a pas la mer, c'est dur. Et je sais pas, il manquait quelque chose. Et après, il y a même aussi le truc de la team de Venom qui commençait aussi à battre un peu de l'aile. Voilà, il y a des gars qui partaient. Morgan était parti, Alioune était parti. Donc voilà, il y avait plusieurs trucs, mais le gros, c'était l'offre de travail surtout. Parce qu'après, j'ai continué à travailler quand même avec Daniel sur 1 ou 2 combats derrière. Ok. Mais ouais, c'était ça. Tu parlais tout à l'heure, j'en profite, mais tu parlais de Baris. C'est que vous avez une relation très forte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Baris, son talent aussi? On rappelle le champion à Hexagone, Baris Diguzel. Baris, c'est comme mon petit, moi je l'appelle mon petit frère. C'est comme mon petit frère. Non, franchement, c'est une bombe, ce mec. Il a un relâchement dans les combats. Il s'amuse. On voit qu'il prend du plaisir. On voit qu'il est sadique même. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut être vicieux de toute façon dans les combats. Et non, j'ai rien à dire à part que c'est un monstre et je le souhaite d'aller le plus loin possible. Tu le souhaites, mais il va y aller très haut, tu penses? Ouais, moi je pense. Moi j'adore sa fréquence de KO au foie. Ouais. Moi qui suis sur le bodywork depuis longtemps. Les coups au corps, il est bon. On est tous les deux gauchers en plus et tout. Non, il est bon sur les coups au corps, il est très bien. Qu'est-ce qui te reste à 33 ans aujourd'hui, Ilyes? Ouais. Tu viens de les avoir. Je le disais, 24 victoires, 7 défaites en carrière, donc plus de 30 combats pro. T'en rigolais chez nos amis du AB Show, chez Boulox et Mika, où tu disais, je peux refaire 30 combats derrière. C'est quoi ton objectif de la fin de carrière? Et est-ce que tu as déjà une idée du moment où tu arrêteras? Ou ce truc de 30 combats en plus, même si tu n'y arrives pas exactement, mais ça, c'est un vrai objectif parce que tu te dis, je vais continuer pendant des années en fait. Honnêtement, franchement, j'ai pas le truc de vouloir. Je me suis pas fixé de limite en fait dans l'âge. Je sais que physiologiquement, il y a un âge où justement dans certaines catégories de poids, on commence à perdre comment ça s'appelle, en explosivité. Physiquement, ça commence à se faire ressentir. Pour moi, c'est plus passer 37, ça commence un peu à descendre. Et du coup, il y a des défis sportifs que passer cet âge-là, il faut savoir tempérer. Ah, t'es pas en poids lourd ou à 40 ans, tu peux encore briller. Donc, je sais pas jusqu'à quel âge je vais continuer, mais en tout cas, je pense que les combats les plus durs, je pense que je me laisse encore 4 ans. Je me donne encore vraiment d'aller chercher des défis sportifs et vraiment aller chercher trucs. Passer ça, je pense que je continuerai à combattre. Mais voilà, j'aurai moins de défis sportifs. Ça sera vraiment purement, je pense, financier. Tu as commencé en 2011, donc tu as commencé bien avant la légalisation du MMA en France, 9 ans avant. Et l'explosion, puisque depuis la légalisation, quand même, ce sport s'est beaucoup développé en France et aujourd'hui, elle touche beaucoup plus le grand public. Mais tu as moins explosé que d'autres qui sont arrivés après la légalisation, qui eux sont arrivés, ont pris cette vague et sont montés comme ça. T'as une frustration de ça? Tu te dis, tu vois, avec tout ce que j'ai fait dans ce sport-là, tout mon parcours, il y en a d'autres qui arrivent et ils prennent la lumière direct. Frustration, non, parce que ça serait être un jaloux et je suis pas un jaloux. Franchement, au contraire. Moi, je souhaite la réussite à tout le monde, honnêtement. Je suis pas en compétition avec les gens. Voilà, moi, je me focus sur moi-même et je veux avancer. C'est vrai que j'ai cette frustration-là, pas en disant, non, pourquoi lui prend la lumière et pas moi, mais plus en mode... Avant, quand je combattais, on me prenait pour un fou. J'allais combattre à l'étranger, on me prenait pour un fou. Moi, je sais que c'est les gens de mon entourage. Je me disais, mais tu es fou, pourquoi je fais ça et tout? Donc, je le faisais. En fait, il n'y avait aucune gloire, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. On le faisait. Et là, maintenant qu'il y a tout qui commence à se ramener, c'est vrai que je suis un peu desservi par rapport à ça. Mais c'est comme ça et c'est pas grave, je continue mon chemin. Et comme je dis, je me focus sur moi, j'ai mes objectifs, je me donne le moyen de les atteindre. Je vais essayer d'aller les chercher et voilà, c'est tout. Cet objectif, qu'on soit clair, il a 3 lettres? C'est ça. UFC? C'est ça. Ouais. Tu penses que c'est réalisable encore? Ou qu'avec ton âge, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué, ça je le sais. Mais je me dis, si je vais pas au bout de l'aventure, j'aurai des regrets. Donc je suis obligé d'aller au bout du truc. Là, maintenant, j'ai mis toute ma vie dedans. Maintenant que j'ai mis toute ma vie dans ce sport, c'est ce sport qui a dicté ma vie, carrément. Je me suis construit grâce à ça. Bon, ça serait des regrets de pas essayer de me donner les moyens jusqu'au bout. Donc je me dis, je vais au bout. Comme ça, si j'arrive, c'est tout bénef. Et si j'arrive pas de regrets, j'ai fait ce que j'ai pu et après, peut-être qu'on tournera une page et comme j'ai dit, je ferai des trucs peut-être financiers ou pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, parce que tu peux avoir des belles offres plus belles que l'UFC pour le coup. Cet objectif, c'est l'idée d'y aller, de combattre là-bas ou d'être compétitif là? Non,
de performer là-bas. De performer là-bas. C'est pas juste je veux faire un combat à l'UFC, quoi. Non, mais non. C'est pas juste pour partir avec une paire de gants et un short. Non, ça m'intéresse pas, non. Non. Et comme je t'ai dit, j'ai la mentalité où genre j'y vais, je vais pas perdre la bagarre, moi. je veux gagner la bagarre. Donc non, si j'y vais, c'est pour gagner. Et j'y vais pas juste pour faire le figurant. Mais voilà, j'aurais pas voulu le dire là, mais bon, je vais le dire ici. En fait, j'aurais voulu être le premier Marseillais à performer et à combattre à l'UFC. Voilà. C'est un bel objectif. Ouais. C'est un bel objectif, carrément même. T'es en 66 kilos aujourd'hui. La ceinture, c'est celle que tu vas faire. C'est les featherweight ce samedi, on rappelle, 14 juin à Marseille contre Josh O'Connor. T'as beaucoup combattu en 70 toute ta carrière. J'ai l'impression, quand je vois tes dernières perfs, que 66, c'est ton bon poids, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, sur ta capacité à performer? Bah, je le sentais, moi, physiquement, de toute façon. Au début, mes combats, je les ai fait même en 77. J'ai même fait des catchweight à 80. Parce que, pareil, c'est une époque où même le coaching, on ne connaissait pas, on n'avait pas de structure. Moi, je m'entraînais dans une salle municipale où il n'y avait que 3 créneaux par semaine. Tout le reste du temps, il fallait courir, faire des trucs à gauche, à droite. Moi, je courais dans un parc, dans les quartiers nord, parc Font-Obscur, pour ceux qui connaissent. Je faisais ça le reste du temps, des tractions au parc Borély, des trucs comme ça. Bon. Et là, maintenant, bon, tout a pris une autre ampleur. Là, maintenant, après, j'ai fait le gros de ma carrière, donc, comme tu as dit, en 70. Et 66, je l'ai senti depuis un moment. En fait, juste après le PFL, je fais un combat au XFN et je le fais en catchweight à 68. Donc je le fais, je le réalise et nickel, ça passe, je gagne. Tu galères pas trop à faire le poids. Je galère pas trop à faire le poids et tout ça. J'avais encore, pareil, il manquait encore un peu des notions des connaissances, on va dire, dans le coaching, etc. et tout. Mais pourtant, je fais le poids et je me dis, bon, c'est ma catégorie. Derrière ça, je crois que c'est le Covid. Et en fait, même avant le Covid, je devais refaire le tournoi du PFL. Le PFL me disent, ouais, on te re-signe cette année, machin, etc. Donc moi, je suis chaud. Et juste avant de démarrer le tournoi, ils me disent, ouais, en fait, tu vas faire un pré-tournoi à l'UAE Warrior. Et si tu gagnes ce pré-tournoi-là, ben, tu re-signes chez nous au PFL. Et ce pré-tournoi et le tournoi du PFL, je devais le faire à 66 cette année-là. Et au final, Covid, tout annulé. Tournoi annulé, on rappelle, le PFL avait annulé son année. Ouais. Voilà, annulé son année, Covid, machin, etc. Et du coup, je me retrouve au Brave. Et après, pour l'instant, je continue à 70. J'avais pour but de redescendre à 66 contre Lucas Martins de base. Je devais combattre contre une autre personne en 66. Et c'était Amine qui devait affronter Lucas Martins. Amine ne peut pas parce qu'il a eu des soucis. Amine Ayoub. Donc tu le prends à 66. Donc du coup, moi, je le prends à 70. Mais de base, déjà, 66, c'était un projet depuis longtemps. Ouais, donc c'est ça. Ça fait longtemps que tu as enfin pu le réaliser. C'est ça. Ça galère pas trop pour faire le poids? Quand on a fait toute sa carrière à 70, tu vois, souvent, on a tendance à penser que les mecs vont plutôt monter de poids avec le temps plutôt que descendre. Non, parce que je suis pas un gros physique, contrairement à un mec comme Axel, par exemple, ou Nikita. En fait, c'est par rapport à eux aussi où je me suis jaugé. Et je me suis dit, c'est des mecs hors combat. Ils montent à 85 kilos, 86 sans forcer. Moi, si je force, je monte au max à 82. Je me suis dit, quand même, il y a une différence physique quand même. Donc déjà, il y a la taille. Ils sont hyper grands par rapport à moi. Et je me suis dit quand même musculairement, il y a quelque chose. Ils sont secs, ils sont quand même plus lourds. Alors que moi, je suis gras, je suis à 82. Eux, ils sont archi secs, ils sont à 85, 86. Et ils combattent à 70, je me suis dit non. Donc je dis, allez, je descends. Ouais, en fait, l'écart est trop gros là. Sur ouais, ce que c'est ça. Ouais, c'est évident. Et dans la cage, comment tu te sens à 66? Je me sens puissant. Je me sens bien. Franchement, je ne vais pas dire que je me sens comme à 70, mais en tout cas, par rapport à l'adversaire, je sens que j'ai un avantage de physique. Je vais finir par des petites questions un peu plus ouvertes sur le MMA global et toi. Est-ce que tu as un combattant préféré? Derrière toi, tu as tous les champions des 30 premières années de l'UFC, par exemple. Est-ce qu'il y a un mec qui t'a inspiré plus que d'autres? Honnêtement, fut un temps, il y avait Khabib et John Jones. John Jones, moins maintenant, parce que, bon, certes, même si... On est d'accord. En fait, John Jones, pour moi, 93, c'était... moins de 93 en lourd léger, c'était quelque chose. Surtout le combat contre Shogun et tout ça, c'était... Voilà. Et Lyoto Machida, c'est des combats qui m'ont marqué. J'avais Anderson Silva aussi. Khabib fut un temps. Khabib, je kiffais. Et en fait, un jour, quand je combats au PFL contre Islam Amedov, qui est son proche, il met une photo de moi de la pesée et il supporte Islam, normal. Et de là, je dis, ah ouais, moi, je kiffe un mec et en fait, lui, il est contre moi. Et de là, je dis, allez, ça y est. C'est fini. Ça sort. C'est fini. Je dis, ah ouais, moi, je kiffe un mec, je suis fan de lui. En fait, lui, il met une photo de moi, il est contre moi. Je dis, ah ouais, non, lui, ça sort. Donc, ça. Et après, ouais, Anderson Silva, John Jones. Mais ouais, John Jones, un peu moins maintenant. Et Anderson Silva, ouais, il est pas parti en légende, mais presque. La fin de carrière est un peu trop... Il s'arrête un peu trop tard. Donc, j'ai pas vraiment de combattant que j'adule. Ça fait tellement la diff, ça. Anderson Silva, s'il bat Weidman, il l'avait annoncé avant ça, peut-être qu'il prend sa retraite. Ouais, là, il est intouchable. En termes de GOAT, il est intouchable s'il fait ça. Mais bon, avec des si, hein, on fait des choses.
Au-delà du MMA, t'as des sources d'inspiration, t'as des mecs ou des grands champions ou d'autres sports ou des gens d'ailleurs en dehors du sport, tu vois, qui Non, t'ont servi d'inspiration. non, pas vraiment, non, non. Non. Et aujourd'hui, dans le combat moderne, est-ce que t'as des mecs qui particulièrement t'intéressent? Tu vois, t'es pas forcément fan parce que t'es combattant, mais dont tu louperais jamais un combat parce que t'aimes bien ces mecs-là. Bah, franchement, honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui reste réveillé jusqu'à 5 h du matin pour regarder les combats du UFC. Hein. Moi, je rentre, je dors, et si je vois des rediffs et tout, des trucs comme ça, si ça passe en heure française, je regarde. En fait, en vrai, je regarde les combats de MMA quand c'est des gens que je connais. Genre, Benoît Saint-Denis, oui, je vais rester réveillé maintenant, je vais rester réveillé. Les trucs, Hexagone, Arrest, tout ça, je vais essayer de regarder quand il y a des gens que je connais qui combattent, parce que voilà. Mais sinon, je suis pas quelqu'un qui va regarder, qui va essayer de s'inspirer, qui va rester réveillé jusqu'à telle heure pour regarder une star. Non. T'es pas un gros consommateur de MMA, globalement, en fait, termes de télé et tout. Je suis pas un consommateur du tout d'écran, en fait. Ok. Je regarde pas le foot, je regarde pas le basket, je regarde pas le vélo, je regarde pas le MMA. Pourtant, je combatte en MMA. Je suis pas quelqu'un qui est là, qui arrive. En fait, je suis quelqu'un qui va pratiquer. Je kiffe pratiquer. Mais me poser devant un écran et regarder, j'ai du mal. Ouais, puis ça fait du bien pour la tête aussi, des fois, de penser à autre chose, de voir autre chose. Tu vois. Ouais, mais je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui aime faire, mais genre s'asseoir et regarder, comme j'ai dit, si émotionnellement je suis pris dans le truc parce que c'est quelqu'un que je connais, oui. Sinon, si c'est pour juste regarder pour regarder, j'arrive pas. C'est quoi ton combat de rêve? Tu peux prendre n'importe quel combattant de la planète et l'affronter. Fut un temps, à l'époque, j'avais dit Chandler. Chandler parce qu'il était spectaculaire, mais je parle de l'époque Chandler-Bellator. Quand vraiment il était... Le Chandler. C'était le Chandler. Ouais. Et là, maintenant, du coup, je descends 66. Celui que j'aimerais bien affronter, ou je pense Ortega ou Yair Rodriguez. Un genre de style qui te plaît? Ouais, j'aime bien. J'aime bien Yair Rodriguez, des beaucoup de pieds, etc. Et tout. Ortega, c'est plus sol, mais c'est deux styles complètement différents. Mais je trouve qu'ils sont bons chacun dans leur domaine. Je l'ai dit dans l'intro, ton surnom, c'est Broly. Ouais. J'aimais bien DBZ quand j'étais jeune, donc j'ai la ref tout de suite. Tu peux nous expliquer d'où ça vient? Pourquoi tu as choisi ce surnom? Ou c'est peut-être pas toi d'ailleurs qui te l'a donné, je sais pas. J'avais un autre surnom, c'était le mec de mon quartier qui me l'avait donné, c'était Tupac. Au début, c'était ça. Et après, j'ai changé en Broly parce que je me retrouvais grave dans le personnage. Déjà, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball, même si c'était pas canon. Mais je me retrouvais grave dans le personnage en mode ouais, je reste calme, etc. Et le jour du combat, j'explose dans la cage et je fais des dégâts. C'était ce truc-là. C'était le mood d'apprendre, quoi, on va dire. Et je vais finir, juste on va revenir sur le combat de samedi. On rappelle Josh O'Connor pour la ceinture des moins de 66 kilos de l'ARES. Ce sera à Marseille, dans ta ville. Comment tu vois ce combat? Comment t'imagines Tu t'imagines gagnant, mais comment tu t'imagines gagnant? Franchement, je sais pas. Après, c'est un 5 rounds. 5 rounds, c'est rare, ça va jusqu'à la limite des 5 rounds. Donc, je pense qu'il y aura un finish. Après, je suis pas quelqu'un qui donne des pronostics et tout. Cher, je me suis entraîné, je veux gagner, je veux la victoire et je veux la victoire avant la fin du combat. Je veux un finish. Après... Et quel bonheur t'as, pour finir là-dessus, de combattre devant les tiens. Tu combattras à Marseille pour une ceinture. Tu vois, c'est un rendez-vous hyper important. C'est fort. Va y avoir sans doute beaucoup de tes proches dans la salle, je suppose. Ouais, comment tu vis ça? C'est fort. C'est fort en émotion. Il va y avoir mon frère, il va y avoir mon père. Il va y avoir plein d'amis, des collègues, etc. Il y a plein qui vont faire le déplacement d'ici. Il y en a de Marseille et tout. Non, c'est fort en émotion. C'est pas le premier combat à Marseille. C'est si je dis pas n'importe quoi, mon 4e ou 5e combat à Marseille. Mais là, pour la ceinture, c'est quand même une consécration. Et si je la prends à Marseille, pour moi, je pense que ça devient le moment fort de ma carrière. Tout à l'heure, dans ta question que tu posais, c'est quel est le meilleur souvenir? Je pense que ça deviendra le meilleur souvenir. Ouais, ça paraît évident, vu l'enjeu et l'endroit où tu le fais. Et quand tu dis ça va être fort en émotion, tu as déjà combattu là, donc tu connais quand même le fait de combattre à domicile, mais c'est un truc que tu prépares, même un peu mentalement, de te dire que ça te submerge pas d'émotions. Tu sais, à l'UFC Paris, on a eu les différents cas. Tu as des mecs qui disent « je l'ai pris, genre, je le prends plein la tête », d'autres qui disent « ça me galvanise ». C'est quelque chose sur lequel tu... Non, mais en fait, moi, j'essaie de faire abstraction à tout ça. J'en avais parlé avec Benoît en plus. Moi, il y a un truc que j'aime pas trop, c'est le moment de l'entrée où je dois rentrer. Je sais pas, j'ai un truc où j'aime pas être, je me sens observé, j'aime pas. Genre t'es au milieu, il y a toute la lumière sur toi. C'est ça, j'aime pas. Donc j'essaye de rester concentré au maximum sur le combat, sur voilà, quand je dis game plan, non, mais la stratégie à peu près grosso modo, de rester concentré sur rester sérieux, rester agressif, etc. Et c'est pour ça que l'habitude dans mes entrées, je suis pas là à faire le show, à faire courir, à faire du spectacle. Je suis là, je lâche peut-être un petit sourire à la caméra, mais voilà, je reste focus. T'es dans ta bulle. Ouais, je suis dans ma bulle. Donc non, je prépare pas le truc, mais juste voilà, je me mets en mood. Je vais faire un gros sparring et ça va s'envoyer. Ouais, c'est vrai que ça peut toujours être particulier. Je me souviens de Benoît Saint-Denis après le premier UFC Paris. Benoît, on le connaît. Il est dans sa bulle quand il est fait son entrée. Il a son visage hyper marqué. Ouais, voilà, il est concentré sur le combat. Mais c'est ça. Il m'a dit sur le premier, il s'est laissé déborder. Ah ouais? Ouais. Que
le fait de voir tous ces gens, là, machin, tu vois, il a kiffé le moment et il est un peu sorti de sa concentration. Ok. Et il a dit, c'était Daniel. Après, Daniel lui avait dit, reviens dedans, là. Après, c'est peut-être parce que c'est l'UFC. Ouais. Et là, ça va être l'ARES, ça va être une fois de plus l'ARES comme la dernière fois. Certes, c'est pour la ceinture, c'est un plus gros enjeu pour moi, certes. Mais en termes d'ambiance, ça serait un cran au-dessus, mais voilà, ça n'a pas changé comme l'UFC d'un coup. Demain, tu me dis, oui, tu fais l'UFC Paris. Ah ouais, je suis sûr que je vais prendre une tarte, hein. C'est sûr. Mais là, il n'y aura pas une grosse différence avec le dernier ARES, donc non, ça va. Un jour, il y aura peut-être l'UFC Marseille. Ils y viendront peut-être. Je pense pas quand même. Il l'avait dit après le premier qu'il voulait bouger dans d'autres villes. Pour l'instant, il reste qu'à Paris. Mais... Ouais, Paris. J'aimerais bien. Peut-être que KSW arriverait à Marseille, peut-être ça. Mais l'UFC, quand même, je crois pas. C'est dur. Ouais, c'est gros. Donc je suis descendu, j'aimerais bien qu'il descende pour le coup aussi. Merci beaucoup, Ilyes. Merci beaucoup, Alex. Plein de force pour samedi. Et je rappelle ce combat contre Josh O'Connor, la ceinture des featherweight des moins de 66 kilos de l'ARES. Lundi, dans Aldric Herbie, tu viens avec ta ceinture si tu l'as? Bien sûr, Inch'Allah. Allez, comme Baris après l'Hexagone. Merci beaucoup, Ilyes. Une nouvelle fois, plein de force pour samedi. Et on se retrouve, nous, très vite sur Jab Live pour nos émissions, nos interviews, tous les contenus qu'on vous propose sur cette chaîne. Salut à tous. Ciao, ciao.